Salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Caleb, cofondateur des Super Dads, avec Vincent Pontbriand aujourd'hui, qui est entrepreneur, multi-entrepreneur, on va dire ça comme ça. On parlait off-cam un peu des multiples différents projets qu'il y a eu à travers son parcours. Tu as 36 ans, c'est ça, Ouais, Vince? OK. ouais. En fait, encore jeune, plus vieux que moi, mais encore jeune, mais qui, comme je disais, tu as comme eu 100 vies entrepreneuriales, puis on va pouvoir parler aujourd'hui un peu de ton histoire. Je rappelle un peu l'objectif, en fait, du podcast Devenir un super dad lorsque j'invite des invités, c'est d'apporter, en fait, des pères de famille qui ont un parcours inspirant, qui ont connu des hauts, qui ont également connu des bas. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez, en fait, des difficultés que des pères de famille peuvent rencontrer. Quand tu es entrepreneur, Mhm. tu en rencontres, on veut souvent montrer le bon côté de la médaille. C'est le même principe au niveau de la paternité. Fait que le but, en fait, du podcast, devenir un super dad et de venir démocratiser un peu je ne sais pas si c'est de dire que c'est normal de rencontrer des problèmes, mais c'est normal d'en parler, puis de pouvoir être capable d'avancer malgré tout, puis d'inspirer les milliers de pères de famille qui vont nous écouter. Vincent, j'aimerais ça que tu commences en fait par nous parler un peu peut-être te présenter, puis nous parler un peu de ton histoire, puis de comment est-ce que tu t'es rendu jusqu'ici, là, dans ton parcours entrepreneurial. Ouais, ben écoute, premièrement, merci de me recevoir. C'est ça me rend très humble et modeste. C'est vraiment gentil. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, pour donner du contexte, j'ai eu un deuxième enfant il y a 2 jours. Fait que un petit peu moins de sommeil que d'habitude. Pardonnez-moi si je suis moins éloquent. Je vais essayer de faire mon possible. Oui, écoute, mon parcours, tu sais, moi, depuis mon jeune âge, j'ai tout le temps eu un peu comme la fibre entrepreneuriale, là. Genre, mettons, quand j'étais à l'école primaire ou au secondaire, j'achetais des électroniques, j'y revendais. Tu sais, tu vois le genre de Ouais. profil. Puis, dès l'âge, mettons, quand j'étais au cégep, j'ai tellement foxé de cours que j'ai eu zéro une session. Puis de la façon que ça marchait, en tout cas, moi, quand j'étais à ce cégep-là, c'est que quand tu avais une session comme ça, tu pouvais pas y retourner la prochaine. Il fallait que tu attendes une session. Puis mon père, s'il avait su ça, il m'aurait trucidé, man. Fait que j'ai trouvé une école où on pouvait aller étudier au privé qui accepterait de me prendre en infographie parce que tu sais, j'aimais ça dessiner. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'étais comme, hey, dessiner à l'ordi, ça va être malade, tu sais. Fait que ça a comme passé en douce. J'ai réussi à aller faire ma session. J'espère que mon père écoutera pas l'épisode, je lui ai jamais dit. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai été étudiant en infographie qui était comme un peu une introduction plus formelle au marketing parce que c'était une école privée. Fait qu'on, tu sais, on apprenait déjà à ce moment-là à faire des sites web. Je te parle de ça, ça fait 18 ans, 18, 19 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps. Mais j'ai vu, tu sais, comme comment faire des logos, whatever, tout ce que le monde savent qui est de l'infographie, là, des flyers, tout ça. Fait que ma première entrée dans le milieu entrepreneurial, j'ai pas fini mes cours. Parce qu'encore une fois, j'avais trop d'absentéisme pour obtenir mon diplôme. Fait que j'avais comme les meilleures notes de la classe, mais j'ai pas obtenu mon diplôme au final. Mais en infographie, c'est pas vraiment tant ça. L'important, c'est plus ton portfolio. Les gens t'engagent parce qu'ils regardent, montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire, tu sais. Fait que je me suis tout de suite lancé à mon compte, commencé à faire des cartes d'affaires pour le monde. Dans le temps, le monde sortait beaucoup dans les bars puis dans les clubs, puis il y avait beaucoup de soirées thématiques. Fait que j'ai comme commencé à me trouver une niche de faire des gens, si tu veux, de posters pour Facebook. Dans le temps, il n'y avait même pas Instagram, là, tu sais. Fait que je faisais des posters pour Facebook, le monde qui annonçait leur soirée, Ladies Night ou whatever, là, tu sais. Fait que, mais je suis devenu passionné d'entraînement. Moi, j'ai jamais été un sportif. Puis quand j'ai découvert l'entraînement à l'âge de comme 16 ans, j'ai trouvé un sport qui était très moi contre moi. Ça m'a tout de suite plu. Puis je trippais vraiment là-dessus. Fait qu'à un moment donné, pour le fun, j'ai lancé un site web qui s'appelait Québec Bodybuilding, qui était comme un blog d'information sur l'entraînement. Fait que pour les Québécois, puis dans le temps, pour donner du contexte, c'était vraiment pas comme maintenant. Des sites en français, mettons, qui parlaient de, on va dire, la créatine, là, c'était Mhm. littéralement marqué que c'était un stéroïde, là. Tu sais, Mhm. c'était vraiment du gros n'importe quoi. Aucun fact-check, il n'y avait pas de ressources. Puis tous les jeunes, on allait sur bodybuilding.com s'informer dans le temps sur tout plein d'affaires. Puis moi, je m'étais dit, hey, je vais en faire une version francophone, puis en même temps, je vais la faire québécoise parce que c'est un peu plus niché. Fait Mhm. que j'avais commencé ça tranquillement, pas vite. J'ai décidé d'en faire une boutique. Fait que je me suis informé comment ça fonctionne. J'ai trouvé des suppliers de suppléments. Puis une couple d'années plus tard, ben une couple d'années peut-être, je sais pas, 18 mois plus tard, j'ai ouvert une place physique où je vendais des suppléments sur place. Puis entre-temps, je
suis devenu entraîneur au Atlantis Gym à Laval, puis rapidement à mon compte. Là. Fait que dans le temps, maintenant ce n'est plus le cas, mais dans le temps, Atlantis avait des employés entraîneurs. Fait que j'ai commencé comme employé. Puis je me suis fait embaucher, man. J'avais même pas encore fait de certification, rien. J'ai été voir le boss, j'ai dit je vais faire tout ce que que tu souhaiterais que tes entraîneurs fassent. Je vais aller avertir tout le monde pour leur serviette. Je vais faire n'importe quoi, tu sais. Puis moi, je venais du milieu des bars, tu sais, je te disais, je faisais des flyers et tout. Puis dans le milieu des bars, être bartender, c'était comme le Holy Grail. Là. Tu sais, dans le temps, tout le monde voulait devenir bartender. Tu étais la vedette. Ça Mhm. n'avait pas de sens. Là. Tu sais, c'est comme en 2025, le monde devient courtier immobilier, mais dans le temps, tu voulais être barman. Ouais. Puis, j'étais habitué à vendre le rêve un peu à mes futurs employeurs parce que je l'avais fait dans le milieu des bars. Tu sais. Fait que j'avais été voir le gérant au Atlantis, je lui avais dit, hey man, je vais aller faire ma certification, mais tu peux m'embaucher avant ça, je te promets si ça. Puis il m'a embauché, puis finalement, tu sais, c'est vraiment devenu une passion, puis je suis devenu entraîneur à mon compte. Mais euh, je- il y avait quelque chose qui m'interpellait à bâtir une compagnie plutôt que vendre mes services one-on-one. Fait que j'ai focusé sur Québec Bodybuilding. Et éventuellement, j'ai cofondé, je suis devenu copropriétaire d'une compagnie de repas santé. Fait qu'on était vraiment, vraiment très tôt dans ce milieu-là. Fait que, dans le temps, je me rappelle, j'avais brainstormé avec mon ami, puis on était comme, pourquoi il n'y a pas un genre de Amir, mais tu pourrais commander, mettons, différentes viandes, puis ils le pèsent devant toi. Fait qu'au début, notre idée, c'était un peu du fast-food. Puis là, on s'est rendu compte ouvrir une place de fast-food, c'est comme 250 000 de fonds de roulement minimum, là, tu sais. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, commencer dans notre cuisine, genre patati patata. Fait qu'on a fait de la meal prep, ce qui est maintenant vraiment commun. Tu sais, des entreprises de ça, il y en a tout plein. Il y en a des grosses qui ont ouvert, qui ont fermé. Mais je me suis rendu à ce moment-là, jusqu'à une couple d'années plus tard, à avoir presque 80 employés. On faisait, écoute, ça fait de ça très longtemps, mais on faisait plus que 10 000 repas par semaine, puis presque à la moitié autant en collation. Là. Fait que c'était du stock. On avait une usine de production, tout. Puis j'ai vendu mes actions de cette compagnie-là, il y a 8 ans, pour fonder mon agence de marketing que j'ai rebrandé pour Limonade l'année passée. Avant, on s'appelait Les Remarqués. Puis j'ai décidé de euh, nous concentrer sur nos services dans lesquels on avait le plus plaisir, on obtenait le plus de résultats pour nos clients, qui sont les publicités digitales et les réseaux sociaux. Et donc, on a passé de les remarquer à limonade en faisant ce switch-là. Euh, ouais, c'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose. Ça fait pas mal le tour. Puis, entre-temps, quand je l'ai fondé, les remarquer, euh, avec ma passion pour l'entraînement, quand est venu le temps de fonder mon agence, je vivais des frustrations parce que je savais de quoi j'étais capable, puis j'avais une réputation à cause de mes compagnies. Mais quand tu engages une agence, tu veux voir un peu c'est quoi leurs autres clients puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, j'avais pas autant de bagages pour aller convaincre des clients, mettons, du niveau que j'aurais aimé avoir, qui fassent affaire avec moi. Fait que je me suis dit, je vais approcher du monde que je connais pour prendre des projets de choses qu'ils font en personne pour les mettre en ligne. Fait que ça, on parle de ça avant le COVID, là. Mhm. Fait que, entre autres, un des projets de monde à qui j'ai approché, c'était un de mes amis qui avait une compagnie d'entraînement. Puis il offrait des formations pour les gens qui voulaient devenir entraîneur. Fait que je disais, hey, je prendrai tes formations, puis je ferai tout le marketing. Fait que toi, tu les donnes, puis moi, j'ai mis en ligne. Puis on a eu du succès avec ça. Fait que de fil en aiguille, c'est devenu plus gros. Au début, ça s'appelait Entraîneur en feu. Écoute, j'ai choisi le nom, genre vraiment là, rapidement. Je pensais pas que ça allait devenir quelque chose de gros. Après Ouais. ça, c'est devenu l'Académie des entraîneurs. J'ai fait un rebranding. Euh, Puis ça, on parle de ça, il y a peut-être 6 ans, là, l'Académie des entraîneurs. Fait que, puis entraîneur en feu, peut-être 8, là, fait que ça fait quand même un bail. Puis là, à peu près 3 4 ans, j'ai croisé Kevin Arsenault. Puis j'y ai parlé du projet, puis j'ai demandé, ça te tenterait-tu qu'on refasse toute mon école, qu'on refasse les cours? Puis là, oui, ça y tentait, ça a tout le temps été dans ses buts un jour de lancer une école de formation. Il avait déjà travaillé là-dessus de son côté, fait que le fit était vraiment là. Puis j'avais eu comme client la gang de chez ATP Lab, la compagnie de suppléments. Mhm. Puis je leur en ai comme glissé un mot parce que Vincent Comtois, qui est cofondateur là-bas, a été formateur chez Coach Export pendant 18 ans. J'ai dit, tu sais, ça ne tenterait pas de. Puis les gars, ils m'ont dit oui, nous autres. Tu sais, eux autres aussi, il y avait comme. Il y avait déjà dans l'optique qu'un jour, ils voulaient faire ça parce qu'ils se disaient, nous, on a tellement été présents chez les entraîneurs, maintenant, on l'est moins. Fait que de former les entraîneurs de demain, ça va permettre aux gens de comprendre pourquoi on fait ATP et pourquoi nos produits sont bons. Fait que, ça a pris 3 ans de refaire nos cours et on a lancé Lift en février cette année. Et donc, c'est à ce podcast-là qu'est venu notre podcast pour les entraîneurs qui s'appelle Suspension. Et là, donc, mettons mes deux projets entrepreneuriales que je gère en même temps, c'est Limonade, je suis président.
fondateur. Puis Lyft, où je suis techniquement vice-président, mais c'est pas mal moi, mettons, qui gère, là, si on veut, comme le rôle de CEO. Mhm. Tout ce qui est marketing, vente, produits, développement des affaires, etc. Avec Kevin qui s'occupe vraiment de la formation, puis mes associés qui m'épaulent, puis qui gèrent, mettons, sur tous les aspects comptabilité et finance. Mhm. Fait que là, je pense que ça fait le tour. Ouais, that's it, une très bonne histoire, en fait. Puis moi, ce qui m'interpelle, parce que je me suis longtemps dit que j'étais un entrepreneur, que j'étais peut-être pas un entrepreneur, que. Puis tu sais, c'est comme quand les choses vont bien, tu te dis que tu es un entrepreneur. Quand les choses vont pas bien, tu te dis, ah, je suis vraiment fait pour être un entrepreneur, et ainsi de suite. Puis toi, tu te dis que dès ton jeune âge, tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là. On entend La souvent fibre, ouais. Pas la. l'identité. OK. Comment est-ce que Tu tu sais, fais la je m'identifiais pas nécessairement encore, Ouais. mais c'est sûr que j'ai été peut-être tôt dans tout ce qui est le développement personnel. Fait que, tu sais, écoute, j'écoutais des podcasts quand j'en parlais au monde autour de moi, puis genre, personne ne savait c'était quoi un podcast, mettons, ça donne une idée. Fait que j'étais tôt dans tout ça. J'avais commencé à lire des livres sur le développement personnel. Puis pour moi, l'entrepreneuriat et le développement personnel, c'est deux affaires comme. Puis même le fitness, je dirais, c'est assez comme vraiment imbriqué. Mais tu sais, quand j'étais, mettons, au secondaire, je pensais devenir pompier, là. Tu sais, je Mhm. savais que j'avais ça, mais je comprenais pas c'était quoi, puis vers où je me dirigeais par rapport à ça. Mettons, fait que j'avais la fibre. C'est juste que maintenant, en rétroaction, je me dis, ah, c'est clair, j'avais comme des patterns Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que si j'en déduis de ça, c'est quasiment comme si des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont peut-être pas eu en fait le même parcours d'introspection au niveau du développement personnel qui est nécessaire pour le faire. Quelle fonction est-ce que tu crois que le développement personnel a dans le fait de devenir entrepreneur? Pourquoi c'est Ouais. important? Pourquoi c'est nécessaire? Je pense que c'est deux choses que tu ne peux pas séparer. Euh, Tu sais, pour moi, il n'y a pas de personnes nées entrepreneurs puis de monde qui ne peuvent pas l'être. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça me rappelle beaucoup le fitness parce que c'est un peu ça, c'est de sacrifier aujourd'hui pour demain. Puis tu sais, plutôt quand tu m'expliquais l'introduction du podcast, tu parlais d'embûches. Tu sais, l'entrepreneuriat, euh, c'est les gens qui vont réussir en entrepreneuriat, c'est pas une question de chance. Il y en a une, mais l'élément qui fait en sorte, c'est quoi la recette du succès de l'entrepreneuriat? C'est la persévérance. Il n'y en a pas d'autre. Tous les grands entrepreneurs ou les petits entrepreneurs ou n'importe qui est en affaires ont dû persévérer à travers des situations difficiles. Et donc, tu ne peux pas persévérer sans investir en toi et en développement personnel. C'est impossible. C'est un mindset. Tu sais, c'est le contraire de se victimiser. C'est de prendre 100% de responsabilité. Tu sais, fait qu'un entrepreneur, quand tout pète, que ce soit de sa faute ou pas, s'il se lève le matin et il se dit pas je vais trouver une solution, ben il se plante. C'est pas compliqué. Mais ça, c'est comme un muscle, c'est comme n'importe quoi, c'est comme même genre une shape que tu vas atteindre, ça se travaille, c'est pas du jour au lendemain. Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, puis j'ai fondé Québec Bodybuilding, là. Écoute, j'écrivais des articles pendant 2 heures par jour, puis je me trouvais tellement king. Je disais, oh my God, j'ai travaillé pendant 2 heures sans me faire payer. Tellement, je suis Steve Jobs, là. Je me trouvais tellement bon, là, j'étais comme épuisé mentalement. Puis, tu sais, 6 ans plus tard, avec ma compagnie de repas santé, il fallait que je fasse des 18 heures, des mois de suite sans être payé pour arriver, tu sais. Mais cette évolution-là, je pense pas que personne n'est né entrepreneur, puis même ceux qui ont la fibre ou qui ont des parents qui leur inculquent, c'est un cheminement, puis c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut développer, puis tu sais, je me rappelle que, me semble, quand on a tourné l'épisode, tu avais mentionné que toi, tu avais commencé avec un livre de Tony Robbins, hein? Exact. Ben, tu sais, si tu demandes à tout le monde par où ils ont commencé, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est souvent le genre de choses qui vont revenir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme prendre sur toi de sortir du moule pour essayer d'atteindre plus. Tu sais, Mm. pour moi, je trouve que souvent, les entrepreneurs, comme n'importe quel euh, groupe de personnes ou choses à quoi on peut s'identifier, souvent les entrepreneurs vont gatekeep. L'entrepreneuriat, ça veut dire que c'est comme si tu fais pas ça, tu n'es pas vraiment un entrepreneur. Si t'es pas. Tu sais, l'entrepreneuriat, je veux dire, si tu as une job 9 à 5 puis tu te fais juste un petit sideline, c'est entreprendre un projet, là, Mm. aussi petit que ça peut être. Euh, fait que, fait que c'est ça pour moi. Oui, c'est définitivement accessible à tout le monde, mais c'est un cheminement. C'est vraiment
similaire à comme vous, quand vous prenez en charge un client, que ce soit pour une perte de poids, c'est comme si tu manges trois toasts avec des bananes puis un jus d'orange le matin, on ne pourra pas te switcher à du steak and nuts du jour au Ouais. lendemain, puis la vie est belle. Là, tu sais, ça marche juste pas comme ça. Fait que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Tu sais. Mhm. Puis juste pour revenir en fait sur l'importance du développement personnel, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Tu sais, puis j'en ai déjà parlé avec des amis, des collègues, des membres de ma famille qui sont dans une génération qui est un peu différente, où est-ce que l'accessibilité en fait à l'information est différente. Puis pourquoi est-ce que je dis que c'est tabou? C'est que quand on ne le fait pas, on ne le comprend pas, c'est quasiment si on préfère se mettre des ailleurs et se dire ah, c'est pas normal de faire ça ou c'est pas nécessaire. Puis, tu sais, il y en a plusieurs, là, des livres de développement personnel. J'en ai plusieurs en arrière, que même certains que j'ai commencé puis j'ai juste jamais fini parce que c'est un peu trop poussé. Mais je pense que la base du développement personnel, c'est l'introspection, c'est la capacité à se remettre en question. Puis comme tu l'as dit tantôt, l'attitude un peu de victimisation. Puis je ne suis pas en train de dire t'es bon, t'es pas bon, mais la capacité de réaliser que le résultat que tu as est simplement basé sur les actions que tu as prises aujourd'hui, mais ceux également que tu as pris au courant du passé. On prend souvent que on croit souvent que ça va être demain matin que ça va nous arriver. Je pense que tu l'as très bien mis de l'avant que c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose maintenant qu'on n'est pas bon maintenant. C'est juste qu'on n'a pas fait assez régulièrement pour en venir au résultat qui est souhaité. Puis d'apprendre en fait des erreurs, je serais curieux de savoir c'est quoi les plus grands défis ou les plus grandes erreurs que toi tu as fait dans ton parcours entrepreneurial. Tu parlais tantôt que tu as des dizaines de milliers de plats que tu faisais à chaque semaine. Tu as parlé en fait d'avoir géré des grandes équipes avec plusieurs dizaines d'employés. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés à travers ton parcours entrepreneurial? Ben, il y avait comme deux questions. Fait que les plus grandes erreurs que j'ai faites puis les plus grands défis que j'ai vécus. Tu sais, les plus grandes erreurs que j'ai fait toutes les erreurs du textbook. Puis je pense que tout le monde va passer par là. Fait que, tu sais, les gens qui deviennent entrepreneurs, ils peuvent avoir certains profils spécifiques ou peut-être qu'ils vont moins vivre ça. Ça veut dire que peut-être toi, tu es plus empathique, tu vas peut-être être plus doux avec tes employés, tu vas souffrir de certaines affaires, tu vas apprendre des leçons, tu vas t'endurcir, versus il y a du monde qui sont déjà durs, puis ils vont perdre des employés pour l'inverse. Fait que dans le futur, ils vont s'adoucir, puis ainsi de suite. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de leçons que je pense tous les entrepreneurs au fil du temps, on va toutes vivre. Moi, je les ai toutes vécues. C'est pas compliqué, là. Euh, au début, mes plus grandes erreurs, ça a été de ne pas assez focuser sur les chiffres. Moi, je vivais beaucoup dans l'optimisme. Tu sais, quand j'avais 20 ans, j'étais comme je me tirerai pas de paye, je vais être millionnaire, rester à 25, je vais travailler 150 heures par semaine, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Puis je, je me rappelle, j'écoutais, mettons, tu sais, l'œil du dragon de ces affaires-là, puis tout le monde se faisait ramasser quand ils ne connaissaient pas leurs chiffres. Puis dans ma compagnie de repas, c'était particulièrement difficile de se faire des projections financières ou du cash flow parce que tu parles d'un produit qui expire, qui est vivant, que les prix des fournisseurs changent à toutes les semaines. Tu sais, c'est immense. Il y avait tellement de variables, mais ça me servait un peu d'excuse des fois pour pas assez faire les calculs. Fait que, rétroactivement, je me dis que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, puis qui mène à, pour moi, dans ma vie personnelle, j'ai tellement sacrifié personnellement en me disant, ah, si je ne me tire pas de salaire, ça va valoir plus, plus vite. Puis c'est vrai. Euh, mais à 29 ans, quand j'ai vendu mes parts de ma compagnie de repas santé, c'est parce que j'ai vécu une histoire en justice. Euh, Puis on peut rentrer dedans ou pas, là, mais j'ai été un peu victime de quelque chose où mon nom a été mis de l'avant sur une grosse opération où finalement j'ai été reconnu non coupable, mais mon nom était placardé partout comme un gros criminel. Fait que moi, j'ai vendu mes parts de la compagnie que j'ai fondée, sur laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans, qui était rendu qu'il y avait un gros succès, que moi j'avais un gros succès, pour sauver mes partenaires parce que ça ruinait tout, là, tu sais. Puis j'ai appris énormément, puis je suis pas reparti de zéro, mais techniquement, je suis reparti à 29 ans avec tweet fuck all. C'est comme j'ai vendu mes parts à perte parce qu'il faut comprendre qu'en alimentation, tu roules sur un 90 jours de billing, là. Fait que nous, on se servait du fait qu'on faisait 10 000 repas par semaine pour commander en gros, mais j'avais 90 jours pour payer. Fait que la minute que mon histoire est arrivée, le nombre de repas qu'on vendait par semaine a commencé à diminuer, mais il fallait payer les billes de l'argent qu'on faisait. Fait que bref, quand j'ai vendu mes parts, ça n'a vraiment pas été facile. Puis je suis reparti avec genre moins un négatif dans mes comptes de banque, pas un positif. Puis maintenant, tu sais, quand j'ai fondé mon agence de marketing, je me suis dit, je vais tout le temps me payer en premier.
Parce qu'à un moment donné, là, j'ai 29 ans et je veux fonder une famille. C'est pas vrai que comme je vais finir à 40 encore en même place, là, tu sais. Mhm. Mais j'aurais dû faire ça dès le départ. Parce que tu fais tes chiffres, tu fais tes affaires comme du monde, puis tu prévois un certain budget pour ton salaire puis tes affaires, puis that's it. Puis c'est pas vrai que tu as besoin d'aller sacrifier ça. Du moins, ça va arriver dans des périodes dans l'année, tu vas arriver pour payer ton loyer, payer ton staff, il en manque. Période de temps, tu te retires pas, mais il faut se payer en premier, il faut prévoir pour les imprévus. La vie n'est pas facile. Fait que ça, définitivement, une de mes plus grosses erreurs, ça a été de ne pas me payer puis de trop me sacrifier dans la quête de plus et de toujours plus gros. Mhm. Je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, j'en profite pour faire une pointe par rapport à ça, mais c'est qu'on l'entrepreneuriat, c'est comme s'il faudrait toujours viser plus haut, puis c'est jamais assez. Tu sais, il faudrait tout le temps que tu as une compagnie de 3 employés, puis tu fais je ne sais pas quel chiffre d'affaires, puis toi, tu fais quel salaire. Ben, il faudrait tout le temps que d'ici 2 ans, ça ait doublé, puis 3 ans, ça ait triplé. Tu sais, comme, mais c'est pas ça la vie. Tu as le droit de vouloir quelque chose. C'est sûr qu'en entrepreneuriat, il faut dire qu'une compagnie qui n'a pas de croissance, c'est une compagnie qui va finir par mourir, là. Je veux dire, tu sais, tu montes ou tu descends, mais tu n'es pas obligé de te mettre du stress, qu'il faut tout le temps comme s'il fallait que tu gambles, puis que tu réinventes tout, puis qu'il fallait que ça outperforme tout. C'est juste pas vrai. Moi, c'est plus comme ça que je vais faire mes compagnies. J'ai des objectifs peut-être plus réalistes, mais qui me payent moi au fur et à mesure. Puis écoute, tu sais, maintenant, j'ai une famille, je viens d'avoir mon deuxième bébé, j'ai une maison, j'ai une belle auto, tu sais, je paye mes affaires, puis je vais pas fou dans mes objectifs. Puis ça se Mhm. passe super bien, puis ça continue de croître, ça compense, comme en fitness. Chaque Mhm. année, j'ai un peu plus, mes placements me rapportent plus. Fait que, tu sais, fait que c'est ça que je trouve qu'on dirait que l'entrepreneuriat, c'est comme trop tout ou rien des fois. Mhm. Euh, mes plus gros défis que j'ai vécu, c'est sûr que c'est ça. C'est de recommencer à zéro, plus vieux. Euh, Puis je me rappelle, écoute, tu sais, quand il m'est arrivé mon histoire, j'avais plein de gens autour de moi que, tu sais, j'ai vendu mes parts, puis le lendemain, je lançais mon agence de marketing, puis le monde me disait, comment tu fais? T'es pas, comment ça se fait que tu ne tapes pas une dépression? Mais l'entrepreneuriat, puis le développement personnel m'a tellement conditionné à tout est en ma responsabilité. Que ce soit de ma faute ou pas, là, il n'y a personne qui va venir me sauver demain. Ça ne change rien. Je peux me rouler en boule dans le fond de ma chambre ou je peux faire en sorte que je vais avoir de quoi bâtir une famille dans quelques années. J'ai le choix. Tu sais, j'étais tellement conditionné à ça que moi, c'est sûr que j'ai vécu un gros trauma de recommencer à zéro puis de tout perdre, mais j'étais déjà en mode solution. Tu sais. Mhm. Euh, puis des difficultés et des obstacles dans la vie, tout le monde va en vivre dans toutes les facettes de notre vie. Puis le développement personnel, le fitness, l'entrepreneuriat, c'est tellement une belle chose parce que, tu sais, comme là, on parle de comme être père de famille, puis avoir une famille, puis d'avoir une relation de couple pour élever une famille. Parce qu'une famille, c'est pas mal comme un business partnership, là. Ouais. Les choses changent avec le temps, puis ta relation avec ta conjointe, ça ne sera pas la même chose. Puis je pense que ces leçons-là en entrepreneuriat, euh, m'ont tellement été utiles, ces leçons en développement personnel pour fonder ma famille et avoir une relation saine. Je te donne des exemples. Tu sais, moi, ma partenaire est plus jeune, puis des fois, on va vivre des situations ou des chicanes où je me dis, honnêtement, je pense que j'ai raison, mais je vais lui la laisser. Pourquoi? Parce que si tu es pour bâtir n'importe quoi dans la vie, puis tu gardes une carte de points, dire, hey, j'ai vidé de la vaisselle, fait que demain, c'est à ton tour de sortir les vidanges, mets un timer sur ta relation parce que ça sera pas long que ça va être fini. Mais quand tu as des enfants, quand tu deviens père, quand tu vis des situations, en final, tu sais, moi, ma blonde, elle a passé à travers tout ça, là. Elle était avec moi. On s'était rencontrés au moment où j'ai tout perdu, puis elle est restée avec moi. Mais je pense que j'ai été une bonne personne avec elle à travers tout ça. Puis dans toutes les leçons que j'ai apprises, je les ai appliquées dans mon couple. Puis ça fait toute une différence. Puis je pense que c'est la, peu importe c'est quoi les objectifs que les gens ont, qu'ils aient l'objectif d'être un bon père ou d'être un entrepreneur ou d'être les deux ou d'avoir une bonne shape, ces leçons-là, c'est la clé dans tout. Puis c'est très imbriqué, c'est très difficile d'arrêter de se victimiser dans une société où tout ce qu'on consomme nous encourage à l'être. Mhm. Que ce soit en politique, parce que les politiciens ils gagnent nos votes en nous disant qu'on mérite tout, puis que l'autre n'est pas fin de ne pas nous le donner. Tu sais, Mhm. c'est carrément ça. Fait qu'on se fait tout le temps, tu sais, puis que ce soit toutes nos habitudes de vie, ce qu'on consomme, tout est conçu pour tout le temps nous dire qu'on devrait mériter plus puis qu'on est des victimes, alors que n'importe quoi que tu vas atteindre dans la vie, que n'importe quoi, ça vient avec l'inverse. La prise de responsabilité puis se lever le matin en se disant si je veux atteindre X, comment moi je fais pour porter des actions pour arriver là, tu sais. Mhm.
Fait que, écoute, je sais pas, je suis parti une tangente. Non, non, mais c'est parfait. Ça m'apporte ma prochaine question parce que tu travailles actuellement de tes business. C'est bon, ben, Limonade, tout ce qui est l'agence publicitaire, marketing et ainsi de suite. Puis on le voit en fait de plus en plus depuis ben, la naissance des médias sociaux, où est-ce que la comparaison avec la belle apparence, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en fitness, ça a causé beaucoup de problèmes, que ce soit le fat shaming, que ce soit le fait qu'on n'est pas des bons entrepreneurs, pas des bonnes personnes, parce qu'on va tout le temps avoir des personnes avoir plus de succès que nous, ou du moins, c'est qu'est-ce que l'apparence nous apporte. Toi qui es dans un domaine où est-ce que l'apparence vaut pour beaucoup, puis on est capable de changer un narratif avec une bonne pub, avec une bonne publication, un bon podcast, peu importe c'est quoi. Où est-ce que tu as comme l'impression que ça apporte notre société actuellement? Puis si tu pouvais nous parler même un peu sur ton point de vue dans l'aspect, là, on parle de fitness, mais c'est la santé autant physique que mentale. Quel impact est-ce que ça peut avoir en fait dans la vie des gens en 2025, 2026, de voir toute la belle apparence des autres dans les médias sociaux? Ouais. C'est un excellent point. Je te dirais que je pense que c'est le plus grand défi que les gens ont en ce moment parce que, comme tu mentionnais, les gens ont beaucoup plus d'accès à de l'information. Puis, oui, il y a de la désinformation, mais je veux dire, mettons que tu veux apprendre à gérer tes finances toi-même puis investir, man, ça n'a jamais été aussi facile dans ce moment, là. Tu peux aller Mhm. écouter des vidéos sur YouTube de monde top, top, top qui vont t'expliquer vraiment en détail, puis patiemment, puis rapidement, puis concrètement, c'est quoi un CELI, comment aller en ouvrir un. Tu peux le faire de ton compte de banque en ligne, puis ouvrir un Wealthsimple puis investir. Quand moi, j'étais jeune, c'était pas le même, là. T'allais écouter un livre de Tony Robbins qui avait à moitié rapport, tu finissais par en écouter un autre, tu t'essayais de googler sur. C'était impossible. Il fallait que tu ailles à la banque, ça coûtait de l'argent faire des transactions. Bref, euh, l'accès à l'information en ce moment, c'est pour moi le plus gros avantage que les gens ont. Par contre, la comparaison sur les médias sociaux, puis l'espèce de de perception que ce que les gens démontrent, c'est la réalité complète, c'est le plus gros défi. Parce que les deux viennent un avec l'autre. Il faut comprendre que, tu sais, ça vient tout le temps dans le même pattern de ne pas se victimiser. Puis, une personne qui s'éduque, qui va prendre le temps d'analyser tout ça, puis de comprendre tout ça, va se rendre compte que on peut être amer avec les plateformes de réseaux sociaux, on peut être amer avec les influenceurs ou les personnes qui mettent de l'avant que le bien, mais c'est extrêmement prévisible, puis c'est normal. Si je te croise dans un 5 à 7, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, personnellement, je ne vais pas commencer à te dire tous mes problèmes que je vis, là. Je vais te parler de comment ça va bien, puis je vais te prendre des nouvelles, puis je vais mettre de l'avant ce qui me fait du bien de mettre de l'avant. C'est pas la responsabilité des autres utilisateurs sur Instagram de dévoiler leurs problèmes, puis même des fois, il y en a qui le font, puis moi, personnellement, je trouve ça lourd. Mais c'est nous, en tant qu'individus, à comprendre qu'Instagram, c'est l'emballage, là. C'est ce on se met tout le monde à notre meilleur, puis à qu'est-ce qui est le fun. Fait que si on commence à se comparer, c'est catastrophique. Là, après, où il y a des éléments que je trouve qui sont extrêmement négatifs, c'est les gens qui mentent. Euh, puis que ce soit en réseaux sociaux, que ce soit en marketing, que ce soit en développement personnel, que ce soit en fitness, il y a énormément de personnes qui ont quelque chose à nous vendre et c'est à leur avantage de bonifier tout ce qui est bon puis de faire en sorte que tout ce qui est mal n'existe pas. Mhm. Tu vas le voir dans les coachs de fitness, il y en a plein qui vont prendre des clients comme si ça allait être facile ou qui vont faire des promesses vraiment par rapport ou perdre tant de poids en tant de temps, puis ils fuck le client encore plus qu'ils l'ont aidé. C'est un peu la même chose en développement personnel, puis c'est là vraiment où les gens, des fois, je trouve ça dommage. Tu des, dans les plus gros influenceurs en business ou dans d'autres affaires qui vont, en développement personnel, qui vont vendre des formations ou des trucs qu'au final, genre, ça peut plus nuire à la personne qu'à l'inverse, puis la décourager parce que c'est pas dans le concret. Mais c'est plate, ça fait partie un peu de ce que les gens ont à vivre actuellement comme défi avec la désinformation. Mhm. Je pense que, par contre, le mouvement est quand même en train de prendre une bonne tournure. Ça veut dire que juste le fait que moi et toi, on a une conversation là-dessus en même temps, il y a une grosse prise de connaissance là-dessus dans les dernières années. Puis les gens vont commencer tranquillement, pas vite, à plus s'en rendre compte puis être protégés de ça. Je pense que les gens ont une grosse aversion aux réseaux sociaux, ils comprennent. Puis honnêtement, la venue du AI, ça va multiplier ça fois 1 million parce que tu sais même plus si tu regardes une publication, si c'est vraiment un humain dans et ou quelqu'un qui l'a fait, si tu le connais, là. Mhm. Fait que c'est beaucoup plus de remise en question. Euh, mais c'est sûr que c'est un énorme, énorme défi pour les gens, puis ils ont vraiment à travailler sur eux-mêmes pour passer à travers ça. Tu sais, même, je suis Mhm. sûr, toi, mais même moi, des fois, je me compare, je me dis, Chris, pourquoi je suis pas rendu là, pourquoi ci, pourquoi ça? Puis quand tu parles à du Ouais. monde concrètement dans ta vie, si tu te trouves donc hot, puis là, c'est comme, what the fuck? Ben, Ouais. c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut comme lâcher TikTok un peu, là, tu sais. Exact. Ben, c'est comme trouver le juste milieu entre le succès des autres et ton succès à toi.
Puis comme même dans, c'est drôle, je parlais avec un super dad tantôt qui, en 6 mois, a perdu 25 livres. Puis était un peu choqué, déçu de ne pas avoir perdu son objectif de 35 livres. La première question que je lui ai posée, c'est quand la dernière fois que tu as perdu 25 livres en 6 mois? Il m'a dit, ben ça m'est jamais arrivé. Par le passé, je prenais 25 livres en 6 mois lorsque j'ai arrêté de faire attention. Donc, quand on commence à se comparer avec d'autres personnes, puis on se compare uniquement avec 1%, parce qu'on va se dire, les personnes qui vont partager sur les médias sociaux, ben, c'est des personnes qui ont du succès ou qui s'inventent un certain succès dans n'importe quel aspect, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la santé, puis ils ne vont pas partager les points plus difficiles. Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, où est-ce que ça normalise le succès, puis ça vient dénormaliser, ou ça vient rendre l'échec, les difficultés, les apprentissages tabous. Mais Ah, lorsqu'on se absolument. compare avec la personne qu'on était hier, la personne qu'on était l'année dernière, c'est là vraiment que la croissance, la progression, le simple fait que d'avoir de la gratitude envers son propre progrès change la game. Je pense que ça, c'est vraiment important d'être capable de se dire que notre succès, c'est notre succès. C'est pas dépendant des autres. Ça revient un peu avec la victimisation qu'on disait tantôt. Mais la base de la base, puis comment est-ce qu'on est capable, selon moi, de ne pas se laisser influencer par les médias sociaux, par le AI, puis ne pas, je ne veux pas dire ne pas se laisser influencer, ne pas tomber un peu dans la victimisation puis dans le négatif, c'est d'être capable de faire de l'introspection. Puis de se regarder en plein miroir, tu as parlé tantôt de chiffres, de regarder pas juste les résultats, mais regarder les actions. Parce qu'on le sait tout qu'est-ce qu'on doit faire pour perdre du poids. On doit mieux manger, on doit bouger plus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon père? On doit être présent, on doit montrer l'exemple, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon entrepreneur? Ben, c'est pas le chiffre au bas de la ligne qui veut tout dire. C'est plutôt, en fait, les actions que tu as prises, la progression, le fait de ne pas te contenter, en fait, du statu quo, puis en même temps, ben, d'être, veux pas, passionné, puis d'être bien dans ce que tu fais. Puis là, il y a quelque chose que tu avais dit dans un podcast que j'aimerais explorer avec toi. Tu as dit à un certain point que c'est pas obligatoire, en fait, d'être passionné lorsque tu es en entrepreneuriat ou lorsque tu ouvres une business. OK? Puis là, ça n'a pas pour but, en fait, de te mettre dans un coin et de dire hey, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est de la merde, tu devrais changer d'optique. Mais j'aimerais ça entendre un peu ta perspective là-dessus, de pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas toujours être passionné de ce qu'on fait. Partage-moi un peu ton Ouais, point de vue là-dessus. 100%. Ouais, écoute, je vais répondre à cette question-là. Puis dernière petite touche, je peux mettre aussi, là, tu sais, pour se comparer avec les autres, il faut tout le temps se dire aussi, même ceux qui ont le succès qui démontrent qu'ils ont, c'est quoi les sacrifices qu'ils ont faits, parce que probablement que tu n'échangerais jamais ta vie contre la leur. Parce 100%. que, tu sais, quand on parle d'un super dad, ça veut dire que tu as plusieurs facettes dans ta vie que tu veux équilibrer. Tu serais pas plus heureux si tu n'avais pas tes enfants, mais tu serais millionnaire comme Elon Musk, mais tu travaillerais 20 heures par jour. Fait que, tu sais, tout est relatif. Hmm. Euh, ouais, écoute, en entrepreneuriat, tu sais, je veux dire, n'importe quoi que tu fais dans des barèmes que tu apprécies, que tu as une qualité de vie, tu vas apprécier beaucoup plus qu'un sujet qui te passionne, mais de le travailler dans des barèmes dégueulasses ou une qualité de vie médiocre. C'est pas compliqué, tu sais. Je pense que c'est encore plus relevant que jamais en 2025-2026 avec le AI qui s'en vient. Tu sais, même moi, ma job, je suis comme le marketing, j'ai aucune idée où ça s'en va. Mais je suis prêt demain, s'il faut que je me lance sur une entreprise pour aller couper des gazons, je vais le faire. Je m'en fous, ça ne me passionne pas, mais comme je suis sûr que je vais avoir bien du plaisir à travailler avec des gens que j'aime, à faire de quoi qui rend service aux gens. Fait que c'est beaucoup ça. Il faut vraiment se détacher du fait qu'il faut être passionné de quelque chose parce que pour moi, tu sais, on parle beaucoup de comme c'est pas à propos de la destination, c'est à propos du chemin, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est vraiment comme s'entraîner. Au début, tu le fais parce que tu veux atteindre un objectif, mais à un moment donné, tu trouves ça le fun de t'entraîner, tu t'es créé une routine, t'as des éléments que tu aimes. Travailler et avoir une compagnie, c'est la même chose. Puis c'est, tu sais, même toi, tu te dis, OK, ben, au début, j'aimais beaucoup le fitness, tu sais, j'ai été étudié là-dedans, puis j'aime ça vivre des transformations. Mais probablement que 90% de ce que tu fais, c'est gérer du monde, puis Mhm. calculer des chiffres, puis comme au final, oui, tu as la satisfaction de te coucher le soir, puis te dire, hey, on a transformé des vies qui transforment des vies, mais c'est quand même le coach que tu engages qui fait du coaching. Qu'à la base, toi, c'était ça que tu pensais faire. Fait que, tu Mhm. sais, à un moment donné, tous les entrepreneurs ont vu ça, puis je pense que c'est très sain d'aborder ça comme ça. Parce que tu sois passionné de ce que tu fais, moi, j'ai tout le temps été passionné des entreprises que je lance.
que ce soit l'Institut du fitness et de la transformation ou Limonade, je suis passionné de ça. Mais je vous garantis et je vous promets que j'échangerai mon day-to-day avec n'importe quel des membres de mon équipe anytime parce que la majorité du temps, si j'ai ce que je fais. Mais j'adore me coucher le soir en me disant que j'ai eat the frog. Ça veut dire je me suis levé le matin, qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de faire? Good, je le fais parce que, premièrement, ça me rend fier de moi, très, très, très fier de moi-même d'être capable de faire ces actions courageuses-là. Mais deuxièmement, c'est ça qui fait avancer les choses. Puis à un moment donné, ça prend quelqu'un qui le fait. Puis quand tu es entrepreneur, ben, c'est toi. Ouais. Fait que, tu sais, de ne pas être passionné, c'est pas un must, mais même si tu es passionné, il faut que tu comprennes que c'est un peu un mirage, là, c'est une fausse promesse que tu te fais parce que si tu fais ça parce que tu tripes sur ce que tu fais, tu vas voir que dans 2, 3 ans, tu vas fermer ton entreprise puis tu vas retourner travailler pour quelqu'un. Puis ça Ouais. arrive beaucoup en fitness, hein? On le voit. Les gens, ils se lancent, ils font comme, what the fuck, j'ai ma vie. Pourquoi je fais ça? Puis ils vont travailler pour quelqu'un d'autre, qui sont super heureux. Fait que, tu sais, il faut se connaître aussi puis savoir c'est quoi les défis qu'on veut entreprendre. Mais se lancer une entreprise, ça n'a pas besoin d'être une question de passion, ça, c'est clair. Mhm. Mhm. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux avoir un 9 à 5, tu adores ce que tu fais, mais tu n'as pas, tu sais, t'as peut-être pas le mode de vie que tu vas avoir. Si pour toi, le mode de vie est plus important, en fait, que ce que tu fais, ben, à la fin de la journée, tu vas trouver ton X là-dedans. Parce que, est-ce que tu es fait, tu sais, à la fin de ta journée, à la fin de ta vie, est-ce que tu vas dire, j'ai fait X ou j'ai fait Y, c'est qu'est-ce qui m'a apporté le plus de plaisir dans la vie? C'est rare que des personnes sont vraiment passionnées par qu'est-ce qu'ils font. Il va tout le temps avoir du bon comme il va avoir du négatif, mais dépendamment, c'est quoi la sphère de ta vie qui est la plus importante, c'est ta famille. Ben, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas être un entrepreneur ou un go-getter ou un. Tant mieux si tu as la capacité de le faire. Mais si tu es un avocat et tu travailles 90 heures par semaine, la valeur ou la sphère de ta vie qui est la plus importante, c'est la sphère familiale. À la fin de la journée, tu vas être malheureux dans ta job parce que ben, ça t'apporte en fait un certain aspect délétère à cette sphère de ta vie-là. Fait que je partage un peu ça. Puis aussi, qu'est-ce que je veux rajouter au point, c'est que la passion, ça change. Dans mon jeune temps, moi, qu'est-ce qui me passionnait, c'était de faire des périodisations d'entraînement. J'ai été préparateur physique au Cirque du Soleil. Après 1 an, je me suis tanné. Puis j'avais juste fait de la périodisation d'entraînement. Puis j'ai réalisé que c'est tellement redondant que je n'étais plus vraiment sur mon X. Mais ma passion, elle a évolué. Puis oui, j'ai un bac, j'ai une maîtrise en kinésiologie. Je fais zéro aspect qui a trait en fait à la kinésiologie aujourd'hui, ou zéro, très peu. J'utilise très peu des connaissances que j'ai acquis à travers mon parcours scolaire pour y arriver, mais j'ai développé une nouvelle passion. À la fin de la journée, là, je reviens à l'entraînement. C'est rare que j'ai hâte d'aller au gym. Ça va m'arriver 2 fois par semaine, potentiellement, sur 5 entraînements. Mais pourquoi je le fais? Ben parce que je veux vivre longtemps, parce que je veux Chest être bras. dans tout ça. Cool. J'aimerais ça maintenant qu'on s'oriente un peu plus sur l'aspect parentalité, paternité, relationnel, ainsi de suite. Ouais. À quel moment dans ta vie est-ce que tu t'es dit, est-ce que pour toi, devenir un père, ça a tout le temps comme été une de tes priorités, quelque chose que tu voulais quand tu étais jeune? Est-ce que ça s'est placé un peu plus tard dans ta vie? Quel moment dans ta vie est-ce que tu t'es dit, OK, oui, être père, moi, c'est vraiment qu'est-ce que je veux? Ouais, tu sais, moi, l'âge que j'ai, 36, puis peut-être tu peux relate à ça. Je pense qu'il y a des différences générationnelles là-dedans, mais pour moi, en grandissant, c'était un peu quasiment comme une évidence. J'étais comme, ben, moi, je vais avoir une famille à 22 ans. Je vais être père, tu sais, comme super jeune. On grandissait, tu sais, c'est niaiseux, mais un peu comme les émissions qu'on écoutait puis les films, c'était comme ça la norme. Puis avec le temps, ça a été de plus en plus vieux qui est devenu la norme parce que 1 million de raisons de la société. Euh, mais j'ai pas particulièrement pris d'action pour que ça arrive rapidement. Écoute, pour moi, je suis pas quelqu'un qui est, comment je peux dire, superstitieux, puis je crois pas aux phrases comme la vie fait bien les choses. Pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais par contre, dans mon cas, le timing de comment les choses sont arrivées, puis quand j'ai rencontré ma conjointe, qu'on a eu les enfants, ça a donné vraiment une bonne recette. Fait que je suis très, très, très euh, content de ça. Je l'apprécie énormément. Mais tu sais, si je pouvais revenir dans le passé plus jeune, il y a bien des choses que je ferais différemment pour avoir plus de chances que ça arrive plus vite parce qu'on veut plusieurs enfants. Je viens d'avoir mon deuxième, j'ai 36. On ne tente pas d'avoir des enfants à 45 ans, là, tu sais, des nouveaux-nés. Fait que- mais ça a tout le temps été pour moi quelque chose que je savais que je voulais. Je l'ai juste trop pris pour acquis que c'était inévitable, puis peut-être que c'était facile de trouver un partenaire de vie, puis éventuellement fonder une famille. Tu sais. Alors que c'est vraiment l'inverse. Ça doit être extrêmement intentionnel et réfléchi. Tu sais. Hmm. Comme
comment es-tu devenu intentionnel et réfléchi face à ta relation avec ta conjointe pour fonder une famille? Ouais. Je trouve ça le fun de parler de ça parce que, tu sais, moi, je trouve que j'ai un parcours peut-être spécifique par rapport à ça. Tu sais, quand moi, j'étais jeune, hem, j'ai été élevé tous les films, tu sais, mettons American Pie puis tout. Mon identité en tant qu'homme, c'était que si je pogne pas avec plein de filles, je suis un loser. Fait que, tu sais, tu sais, j'ai découvert le fitness. Déjà au secondaire, j'étais comme pas pire, mais je me rappelle que je vivais beaucoup d'anxiété à me dire que j'étais pas populaire ou que j'allais pas pogner avec plein de filles. Fait que j'ai comme viré à l'envers. Tu sais, au cégep, je pognais à côté, j'étais tout le temps en date, puis j'ai fait ça toute ma jeune vie d'adulte. Si j'étais pas en couple, j'allais en date comme plein de fois par semaine. Quand j'ai finalement rencontré ma conjointe, parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder, écoute, je te dirais mon nombre de matchs, ça n'avait aucun rapport. Pour moi, c'était une job à temps partiel. Mais à travers le temps, euh, ce que je pense qui m'a vraiment aidé, c'est que à rencontrer des gens, à entreprendre des relations, tu découvres aussi qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas. Quelle personne il faut que toi, tu deviennes pour attirer les personnes que tu veux. Puis c'est des leçons que j'ai appris vraiment lentement à rencontrer plein de monde sur super longtemps puis avoir des relations. Mais où je suis devenu vraiment intentionnel, c'est que, mettons, dans ma jeune vingtaine, quand je travaillais dans un bar, à un moment donné, je me suis dit, ben, moi, ça me tente pas de sortir avec une barmaid. Je trouve que le night style de se péter à la face de nuit puis de se faire cruiser tout le temps, c'est dégueulasse. Fait qu'il faudrait peut-être que j'arrête d'être barman si je veux rencontrer quelqu'un. Tu sais, de se dire, premièrement, je veux être la personne que j'aimerais, tu sais, moi, trouver. Puis de poser des actions comme ça, puis d'une relation à l'autre, faire comme, ah, OK, ben peut-être que la prochaine fois, je prioriserai pas cet aspect-là. Puis pour moi, quand j'ai rencontré ma conjointe actuelle, des choses qui étaient vraiment évidentes pour moi chez eux, puis que justement, elle a vécu. Tu sais, moi, j'étais comme, quand même, je faisais beaucoup de marketing d'influence, j'avais passé à la télé à l'œil du dragon, tu sais, j'étais connu, j'avais 30 000 abonnés dans le temps que 30 000, c'était vraiment beaucoup. Elle a vécu mon pic, puis vraiment pas longtemps après qu'on s'est connus, j'ai tout perdu, puis elle est restée avec moi. Ben ça, pour moi, c'était tellement important parce que c'était une preuve de quelque chose qui est très rare, qui est la loyauté, mais c'est plus que de la loyauté, c'est quelqu'un qui ne magasine pas, puis qui n'a pas le faux mot tout le temps qu'il y a mieux ailleurs. Puis ça, c'est très, 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 très difficile de nos jours parce que les gens ont l'impression qu'ils se font pas une faveur s'ils sont pas tout le temps en train de Mhm. trouver quelque chose de mieux. Tu sais. Mhm. Où je pense que les gens sont aussi hyper vigilants à pas être en relation avec quelqu'un de toxique et où, tu sais, quelqu'un qui, ah, elle m'a fait ça, c'est pas correct, fait, faut que j'en trouve une qui est mieux, mais c'est comme la vie, c'est pas tant de même. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pas évident de trouver quelqu'un de bien, mais j'ai été très intentionnel à partir de quand je l'ai rencontré elle pour me dire, OK, ben, euh, si je veux élever une famille, quel genre de personne je veux être. Mhm. Puis quel genre de personne as-tu dû devenir? Tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté à changer dans tes traits de personnalité, dans ton attitude, dans tes habitudes? Plus jeune, tu sais, même quand on parlait d'entrepreneuriat, je n'étais pas quelqu'un de patient. Puis même en date d'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens me décriraient tout comme patient, mais je pense que j'ai beaucoup travaillé ma patience. Puis le fait de reconnaître le bien chez quelqu'un en dehors du moment, ça veut dire, comme je te disais tantôt, des fois, peut-être qu'on va avoir une chicane où on va avoir quelque chose, je suis capable de mettre beaucoup d'eau dans mon vin ou de vivre des situations que je sens. Comment je peux t'expliquer ça? Des fois, je vais sentir le sentiment d'injustice. J'ai envie de m'exprimer et de me dire, hey man, t'as tort, j'ai raison, comme peux-tu? Mhm. Puis je le fais pas parce que c'est ça être en relation. C'est ça être un partnership, c'est pas à propos de ça. C'est pas à propos de moi puis comment je me sens. C'est que si je veux avoir une famille, peut-être qu'elle elle a des leçons à vivre, elle pourra pas être parfaite puis atteindre tous mes scores que je keep tout le temps dans ma tête puis dire comme, tu Mhm. sais, des fois on vit des situations parce que là ma conjointe elle élève les enfants à temps plein parce qu'on en veut plusieurs back-à-back, là, tu sais. Puis moi je vais travailler, mais des fois je peux revenir à la maison puis elle me dit, hey, Chris, tu m'aides pas. Moi, je suis comme, hey, j'ai travaillé toute la journée, là. Puis là, j'ai la pression qu'il faut que comme je gagne pour deux salaires, puis ces affaires-là. Je me dis, si je rentre dans cette discussion-là, ça, c'est une mentalité de loser. Je suis Mhm. comme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quand le moment sera opportun, je peux te dire, hey, by the way, tu sais, je trouve que peut-être des fois, tu oublies que c'est très difficile Mhm. pour moi, ce que je vis comme pression. Mais c'est de trouver cette sagesse-là, d'être capable de pas, de pas, de pas weaponize les choses contre ton Ouais. conjoint ou ta conjointe. C'est tellement facile de tomber là-dedans, de te garder Mhm. des munitions. Ah, mais telle date, t'avais fait telle Ouais. affaire, ou tu m'as menti, ou je t'ai pogné à faire ça. Ouais. Ça, c'est des grosses affaires que je suis tellement fier de moi. D'être patient, puis de pas garder de scorecard vraiment, là. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que on dirait de la manière que tu le parles, que tu l'expliques, ça aurait pu être moi qui le dis.
Ouais. Parce que c'est exactement un peu les mêmes défis que j'ai rencontrés en devenant entrepreneur. Tu sais, moi et ma copine, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Je te l'explique de ton podcast, mais elle est en train d'étudier, finir sa résidence en dermatologie. Puis, tu sais, on se prépare à avoir des enfants en début 2026. J'ai dû tellement apprendre à devenir patient. Puis une des choses, tu sais, là, tantôt, tu parlais de keep a scorecard. Je suis exactement comme ça, moi également. Ou est-ce que lorsque je vais entendre, hey, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ben, je saute sur la défensive. Puis là, je commence à tenter de me valoriser en disant qu'est-ce que j'ai fait. Puis souvent, c'est pas le geste ou l'action ou la tâche ménagère qu'elle veut que tu fasses, mais plutôt de l'entendre, de l'écouter, puis de vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Right? Puis des fois, ça va nous arriver qu'on a certaines chicanes ou certains malentendus parce qu'on n'a pas la capacité de bien communiquer nos intentions. Puis, je ne veux pas généraliser pour certaines personnes, mais même moi également, quand je keep a scorecard de cette manière-là, c'est peut-être parce que c'est pas le fait d'avoir fait du lavage, de faire du ménage que toi, tu n'as pas fait. C'est plus comment est-ce que moi, je reçois l'amour, comment est-ce que je la donne également, les fameux 5 langages de l'amour. Mais ça vient avec la communication, d'être capable d'entendre derrière la façade comment est-ce que cette personne-là se sent. Right? Puis là, je vais revenir sur un point que tu disais tantôt, un autre point qu'on partage en commun. Puis je vais avoir un peu ton point de vue là-dessus parce que dans ma jeunesse, puis un peu qu'est-ce qui nous a. Ben, de mon côté, mon histoire avec mon père est décédé lorsque j'avais 17 ans d'un cancer, et ainsi de suite. Puis mon père a émigré de la Roumanie, avait 3 jobs, avait une business on the side. Sa définition pour lui d'être un bon père, c'était de mettre du pain sur la table. On l'entend souvent, right? D'être un bon pourvoyeur au niveau de l'aspect financier. Puis le manque de présence comme intentionnelle de mon père dans ma vie, puis le fait que je devais tout le temps, en fait, j'avais toujours l'impression de devoir me prouver à mon père à travers des accomplissements, que ce soit scolaire, que ce soit sportif, m'a fait en sorte que j'ai développé un genre de réflexe, ça l'a fait partie de mon identité pendant des longues années, que je devais être désiré par les autres personnes. Puis si ce n'était pas le cas, ben, ça me rappelait un peu la relation que j'avais avec mon père. Fait que là, je tombais un peu dans la toxicité et ainsi de suite. Puis c'est ça qui m'a apporté aussi quand j'étais au secondaire, au cégep, à être le gars qui était cocky puis qui avait une surconfiance pour que les personnes le désirent. Puis dès que je n'étais pas désiré, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas parce que ça me rapportait vraiment dans des schémas de problèmes psychologiques que j'ai eu par le passé. Tu as dit tantôt, en fait, que toi également, tu voulais te faire désirer. Multiples dates. J'ai pas mal connu une histoire similaire, mais je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé, dans ton upbringing, dans l'histoire avec tes parents ou dans des relations avant ça qui a créé ce besoin-là chez toi? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, niveau famille, honnêtement, je pense pas. Moi, j'attribue beaucoup, beaucoup, beaucoup la société dans laquelle j'ai grandi, puis qu'est-ce qu'elle valorisait, c'était quoi mes exemples publics de quelqu'un qui a du succès. C'était, tu sais, je te dis, t'écoutes des émissions, mettons, qu'on écoutait dans les années 90 ou des films, tu te dis, voyons, il était mongol, mais c'était ça. Tu sais, le gars qui était hot, là, c'était le gars qui pognait plein de filles puis qui rappelait pas, puis genre, c'était ça, là, c'était ça nos héros, là. Puis là, tu te dis, ben, hey, à tel âge, si moi, j'ai pas couché avec tant de filles, j'étais un loser, là. C'était carrément ça. Maintenant, le monde trouverait ça, c'est un blasphème, ça marche juste plus comme ça dans notre société. Mais moi, c'était beaucoup ça. Puis, tu sais, quand j'étais au primaire, mettons, je me rappelle, j'étais pas populaire, puis j'étais un peu chubby, tu sais. Justement, comme je te disais, j'étais pas sportif. Fait que ça m'a. J'étais tellement malheureux de ça. J'étais pas comme nerd, là, tu sais. J'avais des amis, tu sais. Je veux dire, j'étais pas dans les cool, mais j'étais pas dans les pas cool. Mais comme je me rappelle que début secondaire, j'ai comme. Mes parents me donnaient de l'argent pour la cafétéria. J'allais à une école, tu sais, comme tu payais ta bouffe, là, mettons. Mhm. Puis je gardais l'argent, lui, d'aller acheter des CD de musique parce que j'étais comme, ah, je vais perdre du poids si je mange pas, tu sais. J'avais cette pression-là de me dire comme, OK, ben je veux, tu sais, fait que ça vient très jeune, mais tu sais, j'ai une bonne relation avec mes parents. Mes parents sont séparés, puis je peux dire que moi aussi, j'ai vécu une certaine pression. Je voulais impressionner mon père, je voulais atteindre des résultats, mais je ne l'ai jamais vécu par rapport à ça. Puis ça vient pas de ma famille, ça vient vraiment de la société, spécifiquement ça. Euh, Puis tu sais, je pense que je suis pas le seul. Puis quand on regarde comment la société a évolué, dans les habitudes des gens, puis qu'est-ce qu'ils désirent, on voit que ce n'est plus aussi tendance de dater autant. Même c'est très mal vu, même chez les hommes, tu sais. C'est un red flag. Là, tu as tous les groupes Are we dating the same guy? Moi, dans le temps, c'était pas ça. Là. C'était Mhm. vraiment. Ça n'existait pas, tu sais. Euh, mais c'est sûr que
j'étais très content quand j'ai commencé à avoir du succès en business puis que mon père était fier de moi, ça comptait pour beaucoup. Mais d'une façon saine, je pense. Mhm. On dit souvent, en fait, qu'on veut être le père qu'on n'a pas eu, ou on veut donner à nos enfants qu'est-ce qu'on n'a pas reçu. Est-ce que ça a influencé, en fait, le père que tu es devenu, le père que tu vas devenir? Moi, j'ai un père qui a eu énormément de succès dans sa vie. Il était CEO de grandes entreprises au Canada, euh, vraiment, vraiment beaucoup de succès. Quand il était au secondaire, il a sauté 2 années, fait qu'il a passé du secondaire 1 au secondaire 3, de secondaire 3 au secondaire 5, parce qu'il était trop avancé, il était sportif, il était bon en sport. Fait que ses attentes envers moi quand je grandissais étaient vraiment, il les exprimait, puis souvent je les atteignais pas, puis ça me faisait de quoi. Mais quand je regarde des histoires de l'autre monde, tout, je pense que de nos parents, de la façon qu'ils élevaient leurs enfants, c'était beaucoup comme ça. Maintenant, Mhm. c'est beaucoup moins comme ça. Fait que c'est sûr que oui, si j'ai des choses que peut-être mon père me faisait que je me dis, je ne ferais pas ça à mes enfants, mais j'ai pas une relation comme, tu sais, j'en ai voulu ou comme ça a mal été. Ça a super bien été. Tu sais, je me rappelle quand j'ai tout perdu à 29 ans, c'est mon père qui a été me chercher au poste de police. Puis la première affaire qu'il m'a dit, c'était-tu correct? Tu sais, il m'a pas parlé de sa déception, de ses affaires. Tu sais. Fait que j'ai vraiment un bon père. J'ai eu mon grand-père à qui j'étais vraiment, vraiment, vraiment proche, qui était vraiment un bon homme, et vraiment une bonne personne. Fait que, tu sais, j'ai été chanceux d'avoir des figures paternelles vraiment bien autour de moi. Euh, Puis d'un sens comme de l'autre, de ne pas répéter ce que j'ai moins aimé, mais de répéter ce que j'ai aimé, je pense que ça a forgé le père que je veux devenir. Puis tu sais, pour moi, je pense qu'on est plus que jamais au courant de c'est quoi un bon père, justement, tu sais, comme c'est quelque chose qui passionne de plus en plus de gens. Tu sais, comme toi, ton père était immigrant, puis il y avait toute la pression de comme être le pourvoyeur, puis d'amener du pain sur la table. Puis on l'a tous, ça, je pense qu'en tant que père, des fois, c'est pas évident, puis c'est là où tu vas sacrifier, tu sais, tu vas être moins présent pour tes enfants, mais au moins ils vont avoir de quoi manger. C'est dommage, mais c'est un peu comme tes priorités numéro un toit, puis de la bouffe, puis après ça, tu descends. Mais je pense que les gens sont beaucoup plus alertes maintenant à je dois être présent, puis je dois offrir du temps de qualité, puis ça, je pense que c'est une méchante bonne chose. Mes aspirations en tant que père sont vraiment élevées envers moi-même. J'espère vraiment être un bon père, puis être présent, puis leur offrir la vie, tu sais, que je souhaite leur offrir. C'est une conversation très intentionnelle qu'on a, moi, et ma conjointe. Tu sais, je te cacherai pas, mettons, comme pour moi, j'ai une pression à atteindre une certaine liberté financière juste pour qu'on soit capable d'avoir, tu sais, parce qu'on aimerait ça avoir 4 enfants. C'est pas facile au Québec d'avoir 4 enfants. Mais j'en aurais pas 4 au détriment d'offrir une vie poche à mes 2 premiers. Tu me suis? Mhm. Fait que Mhm. c'est tout à propos de ça, d'être conscient, de se dire, OK, ben, j'en veux 4, OK, ben, je vais faire les efforts pour. Puis en entrepreneuriat, ben, je vais faire certains sacrifices. Tu sais, moi, je travaille pas de soir, je travaille pas de fin de semaine. Certaines exceptions, là, mais généralement parlant, gérer 2 entreprises, puis faire ça, puis avoir du succès, c'est vraiment du sport. Mhm. Mais avec le 18 ans d'expérience que j'ai, c'est un défi que je suis prêt à relever puis que je fais, tu sais. Mhm. Euh, mais c'est ça, c'est l'équilibre qui est difficile. C'est très Ouais. difficile pour les hommes. Tu sais, puis je dis pas que c'est plus facile pour les femmes, mais je pense pas que la société en parle beaucoup de la pression qu'un homme a avec toutes les sphères qu'il a à balancer dans une vie. C'est vraiment, Mhm. vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Beaucoup de pression pour un homme. Mhm. Puis quels sont les défis que toi, tu as rencontrés en devenant un père maintenant de 2 enfants dans toutes les entreprises que tu as, que peut-être que tu pensais que tu allais avoir, mais que ça a été pire, ou que tu ne pensais pas avoir, puis que tu as finalement rencontré? Euh, c'est pas une question. Je pense que, tu sais, comme je te disais, j'ai été chanceux de vivre ma vie jusqu'à maintenant, puis tous les défis que j'ai vécus. Parce que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le fitness, que ce soit être père, c'est. Tu sais, puis tout le monde le dit, quand tu deviens parent, tu acceptes que c'est plus toi, t'es plus le main character de ta propre vie, là. Mais j'ai été chanceux de vivre tellement de gros obstacles. J'avais déjà un bon mindset de préparer à ça, mais personne ne peut te préparer à ce que c'est vraiment. Tu sais. Euh, des fois, c'est difficile de dire comme tel moment, je me prendrai un temps pour moi. Euh, Tu sais, que ce soit pour te changer les idées, de Netflixer, peu importe c'est quoi, là, ton passe-temps, ou d'aller au gym, puis tu te dis, ben, réalistiquement, si je veux être un bon chum pour ma blonde puis supporter mes enfants, il ne faudrait pas que j'y aille. Puis de balancer tout, je pense que c'est plus tough. Parce que, mettons, moi, dans la dernière année, comme là, en ce moment, j'ai du succès avec ma perte de poids. Dans la dernière année, ça a vraiment été difficile. Moi, je m'étais donné comme objectif, hey, pour mes enfants, je vais être en shape. Juste pas un gros objectif, mais juste comme j'avais vraiment du poids à perdre. Là, tu sais, j'étais carrément overweight. Là. C'était pas comme j'étais pas obèse, là. Genre, mettons que tu me regardes, tu fais comme wow, il est gros, mais genre, tu sais,
clairement, en chess, j'étais comme, ouais, à la plage, je trouve pas ça chill. Euh, mais l'équilibre que ça demandait, c'était irréaliste. Parce que dans mes entreprises, il fallait que je travaille assez pour nos objectifs, puis être un bon père, puis être là pour ma blonde, puis ci, puis ça. J'ai pas été capable. Fait que je me suis dit, hey, je vais être patient. Je vais prioriser mon sommeil pour être en forme pour tout le monde, puis être de bonne humeur, puis pas envoyer chez ma blonde le matin. Mhm. Puis le fitness, ça va venir en Xème position, puis c'est ça que j'ai fait. Fait que je Mhm. pense que le plus gros défi, c'est ça, c'est d'accepter, puis d'être stratégique, puis vraiment intentionnel dans tes choix. C'est comme, OK, je sais que je vais être en shape, mais je vais être moins en shape, que je vais être là pour mes enfants, puis pour ma blonde, Mhm. puis pour ma job. Tu sais, fait que Mhm. ça, c'est vraiment, vraiment, je pense, le nerf de la guerre pour un père, c'est d'y aller en ordre. Mhm. Puis moi, ma situation était spécifique. Là, je veux dire, ma dernière année en entreprise, mettons, les 18 derniers mois ont été très difficiles. Fait que j'ai dû vraiment mettre les bouchées doubles. Fait que je Mhm. pense que, tu sais, puis moi, j'ai tout entrepris seul. Je pense que c'est une bonne chose que vous soyez là pour aider des gens, parce qu'il y a des gens probablement dans ma situation. Probablement que si j'avais été, tu sais, j'avais suivi votre parcours dans les Superdads, ça m'aurait énormément été à équilibrer tout ça, de trouver des trucs euh, pour On atteindre ferme pas mes la porte objectifs en de passant, fitness. hein. La porte est toujours ouverte. Puis tu sais, là, tu parles d'équilibre. Tu parles en fait de le mettre en ordre de priorité. Je pense qu'une des choses que les personnes ont la difficulté au niveau de la sphère physique, c'est de voir l'importance que la sphère physique peut avoir sur les autres sphères. Puis tu sais, on va se le dire, s'entraîner, compter ses calories, faire attention à ce qu'on mange, ça demande un certain effort. C'est des sacrifices de temps, mais également d'énergie. Mais à la fin de la journée, puis tu l'as très bien dit tantôt, là, OK? Tu as dit il faut travailler sur soi en premier, il faut se payer en premier. Tu parlais d'argent tantôt, mais de Mhm. comprendre l'importance que de se payer en premier au niveau également de la sphère physique, même si c'est juste 15 minutes par jour, quel impact bénéfique est-ce que ça va avoir sur le long terme sur notre relation de couple? Tu sais, c'est en bonne condition physique. Là, je ne parle pas d'être en shape et avoir un SPAC. Si tu es en bonne condition physique, tu vas mieux dormir, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être plus patient. Ben, quel impact est-ce que ça va avoir sur ton couple? Si tu es brûlé quand tu rentres de chez vous, tu t'assois sur le sofa, tu checkes Netflix à la place de faire des tâches ménagères ou d'être réellement présent avec tes enfants, ben là, ça va faire un effet boule de neige qui va continuer d'avoir des impacts quand même assez significatifs. Fait que l'équilibre, c'est pas en fait de toujours être égal dans chacune de ces sphères de la vie, mais c'est de Non, comprendre quel impact est-ce que si on met un peu de temps et d'énergie dans une sphère, ça peut avoir dans l'autre, puis de prioriser. Mais ça me rappelle un peu, en fait, d'un de mes bons chums qui, lui aussi, dans sa tête, à lui, quand il était jeune, il allait avoir 5 enfants, no matter what. Finalement, il y en a eu 4, en bas de 4 ans, right? Fait que ça se peut que ça ressemble à ta situation. Mais lui, son truc, là, c'était que ses attentes envers ses enfants, c'est que ça allait être extrêmement difficile. Il a pensé au pire scénario. Si tes attentes, c'est que ça va être de la merde, c'est que tu ne vas pas dormir, c'est que tu vas être brûlé tout le temps, puis ça ne peut pas être pire que ça, ben tout ce qui est en fait la différence entre tes attentes et le résultat, c'est que c'est du positif. Fait que c'est pas pour 100%. commencer en fait à être pessimiste, mais à être réel, véridique dans qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver. Puis après ça, ben, avoir un peu de gratitude quand les choses sont un peu mieux, même si c'est pire que peut-être d'autres personnes. Ouais, Euh, vraiment. Puis tu sais, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'étais à un point où je m'entraînais déjà quand je voulais vivre ma perte de poids. Fait que c'était pas comme. C'était juste réalistiquement à un moment donné. Puis je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les gens entreprennent de quoi puis qu'ils lâchent. C'est qu'ils sont pas réalistes. Il faut que tu listes qu'est-ce qui est important pour toi. Puis là, quand tu dis hey, ma perte de poids est importante pour moi, je vais être fier devant mes enfants, leur montrer que leur père est capable de ne pas être obèse ou whatever. Ben là, tu mets ça en top de priorité, puis tu fais ouais. OK, ben ça veut dire que je sacrifie ma game de poker avec mes chums le jeudi soir pour avoir le temps d'entraîner. Tu sais, c'est ça. Comme tu mhm, peux pas juste te dire j'ai un but puis je vais l'atteindre. Faut mhm, que tu sois stratégique puis tu checkes dans ta semaine à un moment donné, hey, quand je m'entraîne, je suis fatigué, mais il faut que je dorme bien, OK, mais il faut que je coupe telle autre affaire. Puis c'est ça qui est tough. Tu sais, t'es habitué de, je sais pas, là, tu sais, les hommes, beaucoup, OK, ben je game un 2 heures le soir avec mes chums à Call of Duty. Ben, avoir des enfants, peut-être que. Ça veut pas dire que t'en feras plus du tout. Peut-être que pendant une période de temps, tu le feras plus. Peut-être que t'en feras moins. Il faut être conscient, puis se dire ça, puis faire. C'est pas. J'aime pas utiliser le mot deuil, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que, comme à un ouais, moment donné, il faut que tu fasses le deuil de dire comme j'accepte cette situation-là, puis je mets mes priorités. Puis mhm. si je veux pas me mentir, je veux embarquer avec les superdads, vivre ma perte de poids, ma transformation, j'ai des sacrifices à faire, puis en tant qu'homme, je les accepte. Tu sais. Mhm. Puis tu t'as dit quelque chose tantôt, je n'y avais pas fait référence, mais là, je vais y faire référence. Quand tu parlais en fait de keep a scorecard avec ta copine, puis là, ça vaut-tu vraiment la peine de s'obstiner quand elle dit hey, tu m'as pas aidé avec les tâches ménagères? Non, pourquoi? Parce que il y a comme une finalité puis un objectif ultime à venir atteindre que si on est aligné sur cet objectif-là, on s'en fout des différentes embûches qu'on va rencontrer, en autant en fait qu'on se rende jusqu'à ce point-là. Puis ça revient un peu avec ça au niveau de la perte de poids puis de l'équilibre de vie, c'est que
Si tu es clair, en fait, face à ce que tu tentes de créer, qui t'aspire de devenir, quel est ton rôle de père que tu vas avoir, mais aligne tes décisions, puis tes actions, puis tes comportements, puis tes habitudes en ligne droite, en parallèle, en fait, avec la personne que tu aspires de devenir, autant pour toi que pour tes enfants et ta conjointe. Vince, pas que j'aime pas te parler, mais c'est fucking sharp. Je veux pas qu'on s'éternise. Je veux, en fait, te poser des petites questions, en fait, qu'on va y aller en bullet point. Pas que Yes, ça veut sir. dire, en fait, qu'ils vont être courtes, mais c'est 5 petites questions, en fait, que j'aimerais ça te poser avant qu'on se quitte. Avec plaisir. Première question. Quels seraient, en fait, les conseils que tu aurais souhaité recevoir avant de devenir père? Les conseils que j'aimerais. OK. Hey, j'ai mon chat. Excusez-moi. La Il y a beauté du plein de poils qui télétravail. revolent depuis tantôt. Quel conseil j'aurais aimé recevoir? C'est une excellente question. J'y ai tellement pensé avant d'avoir des enfants que c'est tough à me dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir. Honnêtement, tu sais, nous, je pense que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir pour ceux qui sont proactifs comme moi, c'est que on a, en tant que nouveaux parents, là, en 2025, 2026, on a énormément de pression sur bien des affaires qu'au final, je me dis, hey, c'est vraiment, vraiment niaiseux. Tu sais, comme, je veux donner un exemple clair, OK? Tu sais, là, on a eu notre deuxième. Ils ont moins d'un an de différence, mes enfants. Puis il y a tellement de choses à l'hôpital qui changent dans qu'est-ce qu'ils nous. Tu sais, ils nous donnent des petites formations, où ils nous montrent, où ils nous disent de faire. Ça a complètement changé. L'année passée, il fallait emmitoufler nos enfants, il fallait pas que les bras bougent, puis ci, puis ça. Puis là, cette année, c'est comme non, non, tu le laisses dans ton berceau, il faut vraiment. C'est dangereux de le laisser autrement. Mais là, on était tellement obsédés avec des détails, puis c'était tellement stressant sur des choses. Un autre exemple, c'est nous, ma conjointe à la lettre, ma fille, mon premier enfant, a eu des coliques, tu sais. Mais ça a tellement été long avant qu'on la switch à la formule parce qu'on voulait, donc, ma conjointe a arrêté de manger tout produit laitier du soya. C'est ça, il n'y a rien qui a fonctionné. Puis la minute qu'on lui a donné la formule, si le bébé allait mieux, ma conjointe a commencé à mieux filer parce qu'à un moment donné, tu files mal quand ton bébé est tout le temps malade, puis on ne dormait pas. Tu sais, je trouve que si je pouvais me donner un conseil, ça serait de comme, hey, genre, relax. Relax sur les conseils, ces médias sociaux, ces affaires, sur tout. Comme les parents ont juste trop de pression, puis c'est tellement inutile. C'est tellement pas ça, être un bon parent. Si le conseil que j'avais à me donner, honnêtement, je sais que c'est très spécifique, mais ça serait ça. Puis, tu parles en fait d'être un bon père, et ainsi de suite. Je serais curieux en fait de savoir quelles sont les valeurs les plus importantes que tu souhaiterais léguer à tes enfants basées sur le parcours autant entrepreneurial, personnel que puis ta vie à toi. Là. Quelles sont les valeurs et les conseils que tu voudrais leur partager en fait là, en grandissant? Je pense qu'on l'a touché. La valeur la plus, à mon avis, une des choses les plus importantes à inculquer à des enfants, c'est de ne pas se victimiser dans n'importe quoi. Je pense aussi d'avoir une ouverture d'esprit. En 2025, 2026, c'est quelque chose que les gens perdent énormément. Il y a beaucoup de, on dit tribalism là, en anglais. Les gens, ils choisissent une tribu, tu sais, que ce soit en politique, je suis de la gauche, je suis de la droite, je suis ci, je suis ça, puis les gens sont incapables de se parler, c'est complètement débile. C'est l'affaire qui ruine le plus notre société en ce moment. Fait que d'être capable, si je suis capable d'éduquer mes enfants pour qu'il y ait une ouverture d'esprit, qu'ils soient capables même s'ils sont en désaccord avec quelqu'un, d'être ouvert puis de discuter, je pense que je vais vraiment aider la société puis je vais les aider eux à avancer. De ne pas se victimiser, puis de vivre dans la gratitude, d'apprécier les petites choses au fur et à mesure. Je pense que c'est quelque chose que moi, je vis beaucoup en tant qu'adulte, que j'aurais aimé savoir plus tôt. Je visais tout le temps plus, là, tu sais. Euh, puis vraiment, tu sais, des fois, tu te lèves le matin, tu dis, tu sors dehors, tu bois ton café, puis tu respires l'air de dehors, tu regardes le soleil, tu te dis, oh my God, c'est tellement un beau moment. C'est comme, ces moments-là, ils coûtent rien, ils sont accessibles à tout le monde. C'est sûr que tout le monde apprécie, c'est malade. Que tu sois sur un yacht ou que tu sois dans ton appart, genre, miteux. C'est fou, là. Mm. Fait que, tu sais, des fois, Ouais, c'est de la perspective. J'espère d'être capable d'inculquer ça à mes enfants. that's it. Euh, une question qui est quand même assez existentielle, profonde, que moi, je partage également souvent à mes clients, juste pour qu'ils puissent prendre un step back puis rationaliser, en fait, le moment présent, parce qu'on est tout le temps dans le day-to-day, qu'on finit par surfer la vague puis pas s'arrêter pour se poser des questions existentielles. J'aimerais ça que tu me dises, là, si c'est arrivé, en fait, peu importe quand est-ce que le temps sera venu ou est-ce que tu vas partir, là, OK, tu vas décéder. Comment est-ce que tu vas vouloir que tes enfants se rappellent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais ça qu'ils disent à propos de leur père? Hmm.
Tu sais, je sais pas comment dire autrement que j'aimerais ça qu'ils disent asti que j'avais un bon père. C'est large, là, mais je pense que ça dit beaucoup de choses quand les gens disent ça, là. J'aimerais ça qu'ils se rappellent que j'étais là puis que j'étais très euh, conscient de tout ce que je faisais puis de tous les choix que j'ai faits puis qu'ils le sachent. T'sais. Quand on parlait de prioriser tantôt, je pense j'aimerais ça qu'ils le sachent quand ils pensent à moi. Parce que je mets énormément d'efforts là-dedans. Mais ouais, j'aimerais ça. Honnêtement, tu sais, à chaque fois que je parle de mes ambitions ou de qu'est-ce que j'aimerais, les gens trouvent que je suis très. Mes réponses sont un peu dolles, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, juste que si tes enfants ils se rappellent que tu étais un bon père, qu'ils t'aimaient, quoi demander de plus? Là? Tu sais, tu me suis? C'est Mm. comme. T'as pas besoin d'être fancy. C'est comme mes objectifs financiers avec la job. Je dis juste assez pour avoir 4 enfants puis que je ne stresse pas avec l'argent. Je m'en fous, man. Je pourrais en BM ou en Honda, genre, on verra, là. Mais Mhm. non. Fait qu'est-ce que c'est pour toi la définition d'un super dad? Je pense qu'un super dad, c'est une personne qui se responsabilise, qui se pose les questions dans toutes les sphères, dans toutes les situations, dans tous les obstacles qu'il vit. Comment moi, je peux régler la situation. Puis je pense que quand on a l'image d'un père, que ce soit le, tu sais, comme on disait, la personne qui amène le pain sur la table, toutes ces affaires-là, c'est ça la définition de tout le monde, c'est juste qu'on a de la misère à mettre les mots dessus. C'est quoi un père? C'est quelqu'un qui handle it. Tu sais? Euh, fait que pour moi, la définition d'un super dad, c'est une personne qui se victimise pas, qui se lève le matin et qui dit peu importe c'est quoi l'obstacle aujourd'hui, comment je vais prendre responsabilité de la situation, porter le fardeau puis passer au travers. That's it. Merci de ton temps, Vincent. C'est super inspirant ce que tu m'as partagé. Je pense qu'on change un peu le discours de parler uniquement de choses qui sont superficielles, puis on ose creuser en fait dans l'histoire d'une personne qui, de mon point de vue, est super inspirante. Je pense qu'on partage, j'ai comme commencé à comprendre qu'on partage pas mal des vies un peu plus similaires, puis des manières de voir les choses également qui sont similaires. Fait que un gros merci pour ton temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ah, écoute, avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu. J'espère que c'était bon pour ceux qui nous ont écoutés. Ouais. That's it. Si les personnes veulent en apprendre davantage sur toi, ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Euh, fait que pour ceux tu sais, que mes compagnies desquelles j'ai parlé, ça leur intéresse, limonade.ca, Limonade Production sur Instagram, mettons. Lyft, c'est liftinstitut.com. Si vous le cherchez, même si vous n'avez pas comment l'appeler, j'ai pas de crainte, vous allez le trouver. C'est la même chose sur Instagram. Pour moi, mon Instagram, c'est vince.pontb pour Vincent Pontbriand. Même chose. Je publie pas beaucoup. C'est un de mes objectifs en 2026 de publier plus de contenu. Fait que, Mhm. à suivre. Ouais. Puis pour toutes les personnes en fait qui ont un certain intérêt au niveau des sujets qui a trait à l'entraînement, le conditionnement physique, je vous invite en fait à aller suivre Lift. Ben, j'ai fait un podcast chez vous, j'écoute pas mal de ton contenu, c'est super cool et inspirant également. Fait que je vous invite à aller suivre les plateformes de Vince. That's it. Merci. That's all. Yes, Yes. sir.